Stockdale s'est infligé une blessure presque mortelle pour montrer à ses tortionnaires qu'il préférait mourir plutôt que capituler. À la suite de quoi, les Vietnamiens, convaincus de son courage infaillible, se sont employés à torturer plus durement encore tous les prisonniers de guerre. We're picking up some ground fire down there, it looks like. I'm going to have to change my run-in heading. I'll still turn left here and keep clear of you. Extrait de la citation lors de la remise de la médaille d'honneur de James Bond, Stockdale. 044 Ironhead. Roger. 2, Roger. Green. 044 Ironhead. 2, are you coming in this time? 2, Roger. Green deck. Wind 0354. 9 knots. Le mot héros est tellement employé aujourd'hui qu'il en est devenu vide de sens. Une victime est une personne qui se retrouve accidentellement en mauvaise posture. Un héros est une personne, homme ou femme, qui se retrouve en mauvaise posture pour avoir voulu protéger un idéal. James Bond Stockdale est un vrai héros. Il va réussir en effet, alors qu'il est jeté en prison et maltraité par l'ennemi, à trouver le moyen de faire rentrer ces hommes sains et saufs à leur base. Stockdale doit beaucoup de son énergie au soutien que lui apporte sa femme. Il en puise aussi beaucoup au plus profond de lui pour être capable de rester en vie et de résister aux pires tortures et à l'isolement total qu'on lui fait subir. C'est en cela qu'il est un vrai héros, qui par son exemple va inspirer bon nombre de ses contemporains. James Bond Stockdale est né le 23 décembre 1923 et grandit à Abingdon, en Illinois. Très tôt, il montre qu'il est quelqu'un qui assure, que ce soit au foot, au basket ou en athlétisme, ou que ce soit au lycée, d'où il sort second de sa promotion. En 1943, ce jeune homme du Midwest devient l'aspirant Stockdale à l'Académie navale. Cette période passée à Annapolis va changer sa vie à plus d'un titre. D'abord, c'est là qu'il rencontre Sybil. Ma prof de chimie à Sainte-Catherine était fiancée à un jeune aspirant de la navale. Un jour, elle m'a proposé de l'accompagner à un rendez-vous surprise avec des copains à lui. Stockdale, qui sortait d'une mauvaise expérience, avait dit à son copain qu'il n'irait pas au rendez-vous sans nous avoir vus et avoir choisi sa cavalière. Bien sûr, il ne savait pas que ma colocatrice mesurait 1,83 m. Il m'a choisi en fait à cause de ma taille et aussi parce que j'avais une voiture. Alors j'ai toujours pensé que j'avais été choisie à cause de ma taille et de ma voiture. Elle avait une voiture. En plus, c'était rare en 1946, juste à la fin de la guerre. Un superbe petit cabriolet avec lequel elle est venue me chercher plusieurs fois. Et c'était vraiment en plus. Le beau jeune marin séduit la belle jeune fille. On bavardait en marchant dans le centre-ville. Et quand ma copine m'a demandé comment je le trouvais, je lui ai répondu que je pensais avoir trouvé l'homme que je voulais épouser. Ça l'a évidemment surprise, car après tout, je le connaissais à peine. Et moi, confiante, j'ai persisté en lui disant « Je ne sais pas si ça marchera, mais c'est lui. » Stockdale est promu au grade de lieutenant et Sybil le séduit. Elle était là à ma promotion. C'était pas vraiment le moment de se marier, mais c'est pourtant ce qu'on a fait un an plus tard, chez elle, dans le Connecticut.
Cette même année, Stockdale est envoyé à Pensacola, en Floride, pour l'entraînement en vol. Se révélant un pilote très doué, il vole sur tous les types d'appareils de la base. Et comme il aime le défi, il postule à l'école des pilotes d'essai de Patuxent River, au Maryland, où il est reçu en 1954, en même temps qu'un certain John Glenn. À Patuxent, James Stockdale est vraiment l'as des as. Il cumule bientôt ses 1000 heures de vol sur F-8U Crusader, qui est le nouvel avion hyper performant de la Navy. Et il se retrouve bientôt chef d'escadrille. Escadrille qui, évidemment, va se retrouver envoyé au Vietnam. Nous sommes à la mi-été 1964, au moment des événements du golfe du Tonkin qui vont servir à la déclaration de guerre américaine contre le Vietnam. Fin juillet, le destroyer USS Maddox patrouille dans le golfe, puis croise avec ostentation au large des côtes nord-vietnamiennes. Du 21 juillet au 1er août, le Maddox croise librement le long d'une route déterminée en longeant la côte nord-vietnamienne. Au point que le 2 août au matin, ce que l'on attend se produit. 3 vedettes rapides P-4 nord-vietnamiennes attaquent vers 16 heures. Le Maddox réplique par 3 salves d'artillerie et fait feu sur les vedettes. 4 F-8 Crusader, emmenés par le capitaine James Stockdale, décollent du porte-avions USS Ticonderoga et participent également à cet accrochage. 22 minutes plus tard, une vedette a coulé, une autre est endommagée. Mais le Maddox, qui a reçu l'ordre de quitter le golfe, est percuté par un obus de 145 mm. Le 3 août, le Maddox, accompagné d'un autre destroyer, l'USS Turner Joy, a pour instruction de revenir dans le golfe et de reprendre ses patrouilles. Parallèlement, l'USS Constellation rejoint le Ticonderoga, stationné en mer de Chine, juste devant l'entrée du golfe. Le 4 août, les 2 destroyers croisent sans incident au beau milieu du golfe, tandis que de leur côté, des vedettes sud-vietnamiennes ouvrent le feu sur des installations radars nord-vietnamiennes. C'est assez pour que les Nord-Vietnamiens soient convaincus de l'implication des bâtiments américains dans ces tirs. À 20h41, à en croire la version américaine, les destroyers détectent sur leur radar des mouvements de bateaux fonçant dans leur direction. Les documents de navigation ont enregistré, il est vrai, un changement de course des 2 destroyers destinés, semble-t-il, à éviter des bâtiments inconnus. À 22h39, les destroyers signalent un bâtiment ennemi à moins de 3000 nautiques. Ils reçoivent l'ordre de faire feu. Le combat fait rage pendant plusieurs heures, nécessitant le soutien du Ticonderoga et du Constellation. Les rapports disent qu'ils ont évité les torpilles et qu'ils ont fait feu contre l'ennemi. On connaît aujourd'hui les termes de la controverse sur ces incidents. Pour les hommes présents sur place, il n'y a guère de doute. Stockdale est précis. Je volais si bas que l'eau de mer giclait sur mon pare-brise, et pourtant, je n'ai pas vu la moindre chose. En d'autres termes, il n'a constaté ni torpille, ni preuve de quoi que ce soit attestant d'une attaque perpétrée contre les destroyers. Le commandant de la 56e escadrille de chasse du porte-avions Ticonderoga, Wesley McDonald, ne dit pas autre chose. Cette nuit-là, je n'ai rien vu d'autre que le Maddox et le Turner Joy. Après ce vol, à l'évidence, les rapports de vol ont dû être précieusement remisés dans les coffres. Le lendemain matin, le capitaine James Stockdale reçoit l'ordre de mener la première attaque aérienne américaine contre le Nord-Vietnam. L'objectif de sa mission, détruire les réservoirs de carburant de la marine nord-vietnamienne. L'Amérique entre en guerre.
En coordination avec les F-8, le Constellation lance des Skyraider et des Skyhawks qui détruisent les bases navales de Bentui, Kwangke, l'île de Honmei et le port d'amont de Hongai. La mission est un succès. Les raffineries sont détruites à 90%. Et en récompense, Stockdale se voit confier le commandement d'une escadrille, la 16e Air Wing, basée à bord du porte-avions USS Orinsky. Stockdale, désormais commandant, va multiplier les prouesses à la tête de sa nouvelle escadre. Le 9 septembre 1965, à l'occasion d'une seconde mission dans le golfe du Tonkin, Stockdale se retrouve à lancer diverses attaques à partir de son porte-avions. Pour notre dernière journée en mer, mission nous avait été donnée de détruire le pont de Tan-Hoa. Le lendemain, on partait sur Hong Kong. Je laisse donc mes gars prendre possession de leur F-8. Nous sommes un groupe de 27 au total. Et moi, je me mets en réserve, sur l'aile de mon escadrille, juste pour le cas où... Ce qui devait être une opération de routine va mal tourner. La météo nous annonce une visibilité zéro sur le pont. C'est-à-dire une visibilité nulle au niveau de la mer. Autrement dit, mission impossible. Je propose donc au chef de la 163e escadrille de décrocher avec moi pour une petite balade. Objectif, prendre du champ et larguer nos bombes. Je connaissais une zone plus au nord où je larguais souvent mes excédents. J'y étais allé encore la veille. C'est là que j'accomplissais ce qu'on appelle l'accouchement du serpent. Tellement on rase le sol. Voilà que soudain, de la zone tranquille, jaillit un déluge de feu. Je venais de me délester de ma cargaison quand, malgré le bruit de mon zinc, j'entends des explosions à ma droite. Alors, je regarde et découvre juste sous moi un canon de 57 mm monté sur roue. T'es pas là hier? Mais bon, aujourd'hui il y était. Je me retrouve avec l'avion en flammes. Le temps de m'éjecter, tout est allé très vite. J'étais si bas que la descente ne pouvait pas être très longue. Stockdale parvient à s'éjecter, mais n'en a pas fini avec le danger. Des balles transpercent mon parachute, qui s'accroche un temps à un arbre. Je touche enfin le sol. Le temps de me relever, je suis nez à nez en plein village avec un attroupement de jeunes. Des jeunes qui auraient pu être de n'importe où accourus pour défendre l'honneur de leur village. Et là, ils me tabassent. Je suis très surpris d'ailleurs, mais bon, ça dure plusieurs minutes. Et je n'avais pas vraiment conscience de ce qui se passait. Alors un gars en civil avec un casque colonial s'est pointé, faisant hurler son sifflet. Il m'a pris en charge. Voilà comment notre race se retrouve prisonnier de guerre. Je suis arrivé à la prison sur une civière. Pris un bon bout de route en camion en direction de Hanoï. Le dimanche matin, j'ai regardé autour de moi et vu cette prison. Le conducteur de camion est entré, amenant quelqu'un. Et ensuite,
L'officier est sorti avec lui et j'ai regardé cette rue de Hanoï sous la pluie, ne sachant pas encore que je ne la reverrai que 7 ans et demi plus tard. Car chaque fois qu'on m'emmènera, on me déplacera de mon pénitencier, j'aurai les yeux bandés et les mains liées. Ce n'était pas un camp de prisonniers où on attend de rentrer chez soi. C'était un pénitencier. Ce pénitencier, c'est le tristement célèbre complexe de Oalo, situé pas très loin du centre de Hanoï. La première année de prison est très dure pour Stockdale, qui souffre toujours des coups reçus à son atterrissage en plein village. Ne recevant pas de soins médicaux, il lui faudra 1 an avant de pouvoir à nouveau marcher sans béquille. De son côté, Sybil reçoit un message chez elle, en Californie, lui annonçant que son mari est porté disparu. Je revenais du théâtre. J'avais été voir Hello Dolly. Les enfants n'aimaient pas s'endormir seuls au premier étage. Je regardais la télé dans ma chambre en attendant que les enfants s'endorment. Et j'ai entendu frapper vers 22 heures. Jimmy, qui avait 14 ans, était en train de parler à quelqu'un. Et je me demandais qui pouvait bien être là à cette heure. J'ai traversé la chambre et ma meilleure amie, Dorian, montait les escaliers. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Elle m'a pris dans ses bras et m'a dit, Jimmy est porté disparu. Je me suis dit, comment est-ce possible? Je n'avais jamais entendu porté disparu. Ça ne m'était pas familier. J'ai pensé, comment peut-il être manquant? On ne peut pas être manquant. C'est la seule pensée qui m'est traversée l'esprit. Il était listé comme porté disparu en mission. Et son nom est resté sur la liste pendant 8 mois. Sybil était une épouse, mais aussi une mère de famille, et elle s'inquiétait pour son mari. Elle craignait aussi d'avoir à élever sa famille seule. Je me suis dit qu'il fallait que je décide en moi-même si disparu voulait dire être mort ou vivant. Pour moi, Jimmy était vivant. Quelles étaient les solutions que j'avais? Devenir alcoolique? Hurler ma douleur à la face du monde? Ou faire du mieux que je pouvais? Seule cette dernière option m'a paru jouable. Sybil aimerait entrer en contact avec d'autres femmes de disparues. À cette époque, on était sous l'administration de Johnson. Il faisait tout pour empêcher les épouses de s'organiser, car il ne voulait pas être ennuyé par les femmes de pilotes abattus qui étaient de plus en plus nombreuses. C'est ce que Sybil appelait la politique du silence. On lui a conseillé de refuser les interviews de journalistes et de vivement éviter les médias. C'était assez oppressif. Si une épouse comme Sybil souhaitait fréquenter une autre femme de disparue, elle ne pouvait tout simplement pas le faire. Ça lui était interdit. Le gouvernement ne l'autorisait pas. Et peu à peu, cela s'est su dans notre petite ville de Coronado en Californie, que 4 ou 5 femmes étaient elles aussi femmes de disparues. Cela devenait presque courant. Elles ont donc fini par faire connaissance et ont commencé à parler à la presse.
Un miracle se produit pourtant au bout de 7 longs mois. Le 15 avril 1966 au matin, je suis sortie pour aller faire des courses. J'ai pris le courrier dans la boîte aux lettres et j'étais découragée, car comme toujours, il n'y avait que des factures des publicités. Et soudain, j'ai réalisé que la lettre écrite à la main, que j'avais prise pour une circulaire, semblait familière et je me suis dit alors, ce que je vois est l'écriture de Jimmy. Et j'ai retourné l'enveloppe. Il y avait 4 timbres vietnamiens, estampillés de Hanoï. Puis je regardais celle d'à côté. Elle n'était pas de la main de Jimmy. Au dos, l'adresse était mal rédigée, par une main étrangère, avec des mots étrangers. Et il y avait aussi un timbre d'eau de Hanoï. Devant moi, il y avait quelque chose qui prouvait qu'il avait survécu, qu'il avait été en mesure d'écrire une lettre. Mais peut-être était-il mort après. Et j'ai pensé, laquelle vais-je ouvrir en premier? Je me suis dit, s'il est mort, je préfère le savoir. J'ai donc ouvert la deuxième d'abord. Celle-ci était écrite avec une écriture noire, inconnue. Mais pourtant, il s'agissait bien de Jim. Puis je suis revenue à la première lettre. Jimmy avait écrit celle-là, après Noël 1965. Et la deuxième avait été écrite en février 1966. Sybil est heureuse de savoir son mari vivant, mais le contenu de la lettre la perturbe. Dans la première lettre, il dit qu'il n'a pas vu un Américain depuis qu'il a été abattu, qu'il a perdu du poids. Tout était cohérent. Et puis tout à coup, il s'y met à parler de ses copains, de Paul Engel qui voulait que j'aille voir, pour lui rembourser 2 babioles qu'il lui devait. Ça n'avait aucun sens. Paul et sa famille habitaient maintenant à 600 km de chez nous. Et puis, il parlait de Bobby, Tom, Baldy et Red Dog. C'était délirant. Et sa deuxième lettre, elle commençait par cette phrase. Quand on parle du Vietnam, on pense à la chaleur des tropiques. En fait, il fait froid et sombre en plein midi. Et puis, il lui parle du livre de Kessler. Là, j'ai compris qu'il m'envoyait un message. Qu'on le torturait de manière barbare, comme dans le livre. Comme la Navy nous avait demandé de lui signaler tout courrier qu'on pourrait recevoir, je les ai appelés. Ils m'ont envoyé des agents pour vérifier ces courriers. Je leur ai dit combien j'étais inquiète, et ils ont tenté de me rassurer. Mon contact, un certain monsieur Steele, m'a rappelé quelques jours après pour me dire de ne pas m'inquiéter du délire de Jimmy. Il m'a expliqué que s'il avait parlé de ces copains-là, c'était pour me faire savoir qu'ils étaient avec lui, disparus et prisonniers. Alors là, j'avoue que j'ai trouvé ça génial de la part de Jimmy. La Navy m'a alors demandé si je voulais bien me rendre à leurs frais à Washington pour rencontrer le commandant Robert Burroughs. J'ai tout organisé à la maison pour les enfants et je suis partie toute excitée. Et sans vouloir me vanter, je pensais pouvoir être importante. Jimmy voulait s'occuper de ses frères
pendant la journée et on avait une babysitter la nuit. C'était mon premier voyage en tant que femme de prisonnier. Là, on m'a expliqué qu'on pourrait essayer de correspondre de manière codée avec mon mari, si j'étais d'accord pour le faire. C'était très risqué, bien sûr. Ils s'en sont pas cachés. Si le stratagème était découvert, Jimmy serait tué. Ils m'ont donc demandé de ne pas donner de réponse tout de suite, de rentrer chez moi et de prendre le temps de peser le pour et le contre, calmement, ce que j'ai fait. J'avais peur, mais j'ai pensé que Jimmy aurait voulu que je le fasse parce qu'il avait envoyé ses lettres. Quand il m'a demandé de coopérer avec lui, j'avais peur. Mais ça m'a donné vraiment le moral. Bien que terrorisée, j'avais l'impression de faire quelque chose pour Jimmy. Et le pire, ça aurait été de rester là, à ne rien faire. Il faut avoir l'impression de se battre. J'ai appelé le commandant Burroughs pour lui dire que j'étais prête à coopérer avec lui, mais qu'il devait me promettre d'abord de tout me dire quoi qu'il arrive. Il a accepté et on a commencé. Après qu'on ait eu le retour de la lettre qui commençait par « Ma chérie » et qui finissait par « Ton mari adoré », 6 semaines plus tard, Burroughs m'a demandé de venir le voir à San Diego, où il était de passage, car il voulait me montrer quelque chose. Quand je suis arrivée au quartier général de la Navy, il m'a rappelé sa promesse de tout me dire, en me donnant un dossier à consulter. Il m'a laissée seule dans un bureau pour que je le lise. Il m'attendrait dans la pièce voisine. Ce dossier était une analyse in fine des messages de Jimmy, tels que décryptés par les renseignements de la Navy. J'ai appris que Jimmy était soumis à une torture permanente, qu'il était mis au fer 16 heures par jour. Et j'ai cru que j'allais vomir. C'est comme si on m'avait battu un coup de marteau dans le ventre. J'avais des vertiges. Ce n'était pas vraiment une surprise, car on savait ce que faisaient les Nord-Vietnamiens. Mais de le lire noir sur blanc, comme ça m'a anéanti. Sybil voit donc ses pires craintes confirmées. James Stockdale est en isolement absolu, avec des fers aux pieds et torturé quotidiennement avec ce qui était appelé la corde. Jim Stockdale est enfermé dans les murs de cette prison infâme, tristement connue sous le nom de Hanoi Hilton. Il rencontre alors 3 hommes qui deviendront ses tortionnaires. Dans ces 3 personnes, il y avait d'abord Cat. C'était un homme cultivé, parlant pas très bien l'anglais, mais il allait l'apprendre plutôt vite et bien, et on serait très très fier. Il n'était qu'un visage à l'arrière-plan. Le type avec qui je parlais quand nous étions dans le noir, c'était Rabbit. Rabbit était très très doué pour les langues. Il était très intelligent. Je fus chargé de m'interroger. Mon 3e Vietnamien intime, c'était Pig Eye, que j'avais en permanence devant mon nez. C'est lui qui me surveillait par le Judas de la porte. Et j'ai pensé, qui est ce gars qui a une telle expression dans les yeux? C'est vraiment qu'il avait le regard d'un cochon. C'est pour cela que je l'ai baptisé œil de porc.
Il devait avoir mon âge. Il était très mince, lymphatique et sans la moindre expression. Il ne parlait pas, mais aimait visiblement son boulot, qui était de me faire arriver là où il pensait pouvoir me faire craquer. Les Nord-Vietnamiens ne s'embarrassent pas de loi internationale ratifiée en octobre 1950 qui interdisait l'usage de la torture. Celle-ci était la routine quotidienne de tous les prisonniers de guerre. Je pensais souvent à ce bouquin que j'avais lu du psychanalyste Carl Jung. Il y parlait de l'opposition entre la peur et la culpabilité que l'on peut ressentir et qui fait naître un sentiment de complaisance. J'ai vraiment gardé ça au fond de moi. Ça m'a beaucoup aidé à tenir, de savoir combien on est déstabilisé par la souffrance. Et bien sûr, dans notre cas, le syndrome peur-culpabilité qui était le suivant. La culpabilité que l'on ressentait était due au fait que l'on anticipait la possibilité de ne pas être à la hauteur de la souffrance de la corde. Et la peur venait immédiatement après qu'il nous frappait. C'était beaucoup de souffrance. Stockdale apprend à composer avec ses souffrances et à endurer bien au-delà de ce qui est physiquement et moralement tolérable. Personne ne peut gagner contre ce système. Je ne connais pas un Américain qui puisse prétendre y être arrivé. Le voyage commençait toujours de la même manière. Une sanction effectuée par un officier, ponctuée de coups de barre de fer, frappés au sol comme pour un effet dramatique, suivi de longues sessions où les chevilles ferrées étaient attachées à une barre. Puis ils sortaient les cordes, parfois de chanvre, et ils commençaient le traditionnel procédé où vous êtes assis très droit, on vous attache les bras vers l'arrière jusqu'à ce que vos épaules se touchent. Puis viennent les séances de marche à pied sur votre dos, la tête tirée vers l'arrière, les bras arrachés par les cordes tendues, les orteils écrasés, jusqu'à ce qu'enfin on vous jette sur un tabouret pieds et poings liés pour vous questionner et vous faire craquer. Tout ce qui vous reste, c'est la douleur, l'envie de vomir, la claustrophobie, le fait de savoir que votre corps ne vous servira plus à rien de bon pendant des semaines et des semaines. Alors vous vous dites, je jette l'éponge. Heureusement toutefois qu'il y a des règles en nous, des principes, voire des slogans aussi. Essayer de les appliquer vous redonne un peu de fierté. Car rien n'est plus dégradant émotionnellement que d'accepter volontairement de renoncer ou d'abandonner en cours de route. C'est déprimant et insupportable de ne pas aller jusqu'au bout. Et si vous craquez, c'est pire. Le supplice est moral, car vous avez perdu toute estime de vous-même. Il vaut mieux apprendre à passer au travers, car c'est moins dur encore d'en baver physiquement. Plus vite vous vous vendez, plus dur sera la suite. Ils vous feront tout faire. Crier au ministre. Ils vous humilieront. Vous serez la risée de tous.
C'est à tout cela qu'on pense à ces moments-là, pendant leur beau voyage. Mais bon, au bout du compte, on craque. Et il faut leur donner notre soumission. La souffrance psychologique, encore une fois, ils veulent nous humilier, nous demander d'écrire une lettre au ministre de la Défense, quelquefois même au ministre des Affaires étrangères. Alors, quand le type vous dit ça, vous vous dites n'importe quoi. Et tout Américain qui va lire cette lettre n'en croira pas une ligne. Mais il faut être conscient de ce genre de choses. Ce que veulent les tortionnaires, ce sont des confessions sur les crimes de guerre perpétrés par les Américains, sans grand fondement d'ailleurs. Une de leurs techniques favorites, c'est la dénonciation de la politique du gouvernement enregistrée sur magnétophone. Comme Stockdale l'a dit, il était évident que les hommes allaient finalement craquer, mais ils ne devaient pas le faire en donnant satisfaction à leurs tortionnaires. Si je suis aussi catégorique, c'est que j'en ai eu l'exemple direct avec un de mes amis. Il avait jeté l'éponge, cherchait un moyen intelligent de s'en tirer. Ils lui ont demandé de leur donner les noms des pilotes de son escadrille qui s'étaient relevés au lieu de bombarder Hanoï. Il leur a répondu qu'ils étaient deux. Clark Kent et Ben Casey. Avec ces informations, ils se sont dit qu'ils avaient touché le gros lot. Ils ont pensé qu'ils s'étaient repentis et avaient plié l'échine. Ils ont donc balancé ces aveux dans le monde entier. Quelqu'un a envoyé un journal de San Diego, le San Diego Union Tribune, je pense, au commissaire politique. Ils l'ont lu et ils ont vu qu'ils avaient fait rire absolument tout le monde. Stockdale puise son énergie et sa force intérieure à deux sources indispensables. La première, l'espoir que lui apporte sa femme Sibylle. L'autre source, c'est une adhésion ancienne à la philosophie stoïcienne, qu'il avait découvert à l'époque où il étudiait à Stanford, auprès du célèbre philosophe Phil Rhinelander. Ainsi, Stockdale recrée l'idée de l'ordre au sein même du chaos où il est plongé. L'idée vient à ses compagnons et lui-même de baptiser les différents espaces du pénitencier d'après le nom des rues de Las Vegas notamment. Un endroit que les pilotes connaissent bien, mais inconnu de leurs geôliers. Il parvient toujours à déjouer leur stratégie d'isolement en communiquant avec ces hommes en utilisant une bouteille dans les toilettes comme boîte aux lettres. Par la suite, on m'a transféré vers un endroit tout petit et aussi complètement paumé. C'est là que nous avons mis au point un système pour communiquer entre nous, mes potes et moi. Il m'avait indiqué un signal, comment mettre en place un système de boîte aux lettres dans un endroit bien défini. Et ils avaient choisi une espèce de latrine où se faisait plus ou moins régulièrement la lessive. Au bas du mur, le long d'une gouttière couverte de toile d'araignée, il y avait une petite bouteille. Et au-dessus, à la verticale, pendouillait un petit bout de fil de fer inoffensif. Si le fil était tordu d'une certaine façon, c'est qu'il y avait un message pour moi dans la bouteille. Et vice-versa. Si je mettais un mot, le fil était plié d'une autre façon. S'il était écrabouillé, il fallait faire attention. La situation était compromise. J'ai reçu une note de Will Forby et je voulais absolument lui répondre.
Il ne restait plus qu'à improviser une espèce de papier toilette et de l'encre à base de crottes de rat. C'est aussi à James Stockdale que l'on doit l'invention du Back to the US, les 5 commandements du prisonnier en langage codé, chacune des lettres se référant à un commandement. Tu ne capituleras point, tu ne chercheras point à briller, tu n'admettras point de crime, tu ne pactiseras point. Très astucieux surtout, le code des lettres US. Elles allaient évidemment être interprétées par les Nord-Vietnamiens comme synonymes d'Américains, alors qu'en réalité, elles exhortaient chacun de ces hommes à retrouver l'unité de soi. Stockdale est en définitive convaincu que pour maintenir un certain lien, une nécessaire solidarité entre ces hommes, il faut préserver le mode de vie qu'ils ont eu jusque-là, à savoir l'ordre militaire. Il est pour lui inconcevable, puis c'est à ses yeux une trahison, qu'un officier montre à l'un de ces hommes le moindre signe de faiblesse et lui dise de s'en débrouiller tout seul. Pour permettre à ces hommes de survivre et espérer rentrer un jour à la base et à la maison, il est pour lui essentiel et vital de rétablir une forme de normalité au cœur même de ce creuset de situations extrêmes. Pour Stockdale lui-même, l'espérance est chose difficile dans ces conditions d'extrême et d'inhumaine pression, à subir torture, incarcération, solitude et peur. C'est après une longue période d'isolement dans cet endroit ironiquement appelé la frappe qu'il trouve la force de mettre en place un mode de communication sophistiqué avec ces hommes. J'étais excité par le travail que cela me demanderait. Je n'en avais évidemment parlé à personne. Je me remettais à communiquer et j'étais en plein dedans. Soudain, j'ai entendu une voix me demandant ce que je faisais. Je l'avais complètement oublié, ce type-là. Il passait son temps à me scruter à travers le judas de la porte. Il m'a dit qu'il m'avait vu bouger les mains. Sur quoi, il est parti pour revenir avec un sésame. Ces hommes m'ont libéré. J'avais eu à peine le temps de planquer ma note dans l'entrejambe de mes pantalons. J'aurais préféré l'avaler si je n'avais eu le temps. M'ayant fouillé sans rien trouver, ils m'ont ramené à ma cellule. Mais voilà. Mon bout de papier a glissé le long de ma jambe et a roulé par terre. Le garde n'a eu qu'à le ramasser. J'allais donc en prendre pour mon grade. J'étais allongé en nage quand est arrivé cet officier qu'on appelait la punaise et qui supervisait tout ce joli monde. Debout! Demain, c'est ton jour. On va t'abattre. Ils m'ont jeté sur une chaise, m'ont passé des chaînes aux pieds. Je pouvais me dandiner, mais certainement pas courir ni marcher. Puis ils m'ont attaché et m'ont laissé là. Pour eux, j'étais de tous les prisonniers celui qui ne cessait de lutter et d'inventer des modes d'organisation censés améliorer l'ordinaire des nôtres et finalement compliquer le leur. Il fallait voir comment ils s'y prenaient quand ils avaient sous la main un mouvement bien en place, avec un chef identifié, en l'occurrence moi. Ils interrogeaient tout le monde pour essayer d'en savoir plus sur la nature de l'organisation, sur son envergure, sur ses éventuels relais à l'extérieur. C'était notre cas. Nous avions mis au point un système utilisant les nouveaux arrivants qui étaient redistribués vers d'autres camps. Ils ressortaient avec nos messages. Il y avait de temps en temps des purges et certains mouraient. Je suis senti responsable de leur mort. Jusqu'au jour où je n'ai plus su vraiment si c'était la chose à faire. Le doute me rongeait et ça me déprimait de ne pas voir le bout de tout cela. Aussi, ai-je décidé de régler la note et de partir. J'avais une idée et je savais comment le faire. J'ai éteint la lampe, broyé l'ampoule dans la main, en ai récupéré les éclats pour me les enfoncer dans ma chair, au poignet que je pressais fort jusqu'à ce que le sang gicle. Et puis je me suis remis sur la chaise, j'ai rallumé la lumière et puis j'ai appuyé avec mon poignet pour que le sang gicle.
Et puis, je suis tombé sur mon visage. Ce que James Stockdale ignore à ce moment-là, c'est que son épouse Sybil est à Paris pour protester contre les mauvais traitements infligés par les Nord-Vietnamiens, alors prisonniers de guerre. D'un côté, James court-circuitait le système de ses geôliers, de l'autre, Sybil organisait le combat des épouses de prisonniers. Nous étions 13. Il y en avait une parmi nous qui n'était nullement impressionnée par la stratégie du silence que le gouvernement cherchait à imposer. On a donc décidé d'inviter toutes celles que je connaissais. Vous savez, le bouche à oreille nous a vite amenés à San Diego. Quelques épouses de gars de la Navy et on y était. J'ai organisé un déjeuner. Elles sont toutes arrivées vers midi. Et à 17h, tout était encore là. C'était la première fois que nous rencontrions d'autres femmes dans la même situation. Nous avons échangé des informations. Ce qu'on nous avait raconté, qui avait entendu quoi, etc. Surtout, nous avons décidé de nous revoir régulièrement, tous les mois, de former un groupe qui pourrait s'appeler quelque chose comme les femmes de l'escadre. Nous avons bien sûr essayé d'inviter un responsable de Washington à venir nous rencontrer à San Diego. Enfin, nous avons écrit individuellement et aucune réponse. Nous avons donc décidé de nous organiser en mouvement. J'ai cherché dans le dictionnaire un mot qui pourrait nous convenir. Je suis tombée sur ce mot de ligue. Et nous avons fondé la Ligue des femmes de prisonniers de guerre américains au Vietnam. On a pris une adresse, imprimé des documents, élu un bureau. Nous avons écrit à Washington pour qu'un responsable du département d'État prenne la peine de venir nous voir. Moins de 3 semaines plus tard, l'adjoint Harriman était parmi nous. Là où elle n'avait pas daigné répondre aux lettres individuelles, l'administration réagissait sans délai à notre organisation. Une belle preuve, s'il en était, de la nécessité de nous unir. Sybil et sa ligue accueillent sans complexe le nouveau président élu des États-Unis d'Amérique. C'était la grande époque des manifs et des sit-ins. J'ai suggéré d'adresser au président Nixon, le jour même de sa prise de fonction, un télégramme. Je devais connaître environ une 60aine de femmes dans ma situation à ce moment-là. De fil en aiguille, cela a donné 2000 télégrammes reçus par la Maison-Blanche, demandant au président qu'il traite en priorité le dossier des prisonniers de guerre. L'ex-conseiller de Nixon, Alex Butterfield, m'a un jour confié qu'il avait été très impressionné par notre action. Il est vrai qu'entre Nixon et Johnson, c'était le jour et la nuit. Une nuit si longue et sombre sous cette administration Johnson. Et soudain, avec l'arrivée de l'administration Nixon, un grand rayon de soleil. Tout a changé le 19 mai 1969. J'enseignais à cette époque-là. À 7h30 du matin, juste avant que je ne parte pour l'école, on m'a appelé pour me dire que vers 11h, heure de Washington, le ministre de la Défense, Melvin Lear, allait prononcer un discours dénonçant le traitement inhumain réservé à Hanoï à nos prisonniers. C'était une victoire immense, incroyable, magnifique. Imaginez que notre gouvernement, ça faisait 4 ans que Jimmy était prisonnier. Les premières femmes de prisonniers à se rendre à Paris, dans l'espoir d'obtenir une entrevue à l'ambassade du Nord-Vietnam, venaient du Texas. C'est Ross Perot qui les avait parrainées. Ce qu'elles voulaient, c'était qu'on leur dise si elles étaient épouses ou bien veuves. Nous nous sommes dit que la Ligue devrait avoir une représentante à Paris.
Nous n'étions même pas enregistrés en tant que mouvement. Nous n'étions qu'une représentation de famille. Mais la magie du mot Ligue nous avait imposé. À Paris, la Ligue n'hésite pas à défier son propre gouvernement et sa délégation auprès des pourparlers de paix et exige du gouvernement nord-vietnamien qu'il publie la liste complète des Américains détenus dans ses prisons. Nous sommes partis à 6 pour Paris. J'étais littéralement morte de peur, car j'étais en pleine correspondance codée avec Jimmy. J'étais terrorisée à l'idée que les Nord-Vietnamiens le sachent et me démasquent. Nous avons attendu une semaine de rendez-vous avec leurs représentants à Paris. Je ne vous dis pas les insomnies, la gorge serrée, la panique. J'avais de très bons cachets pour dormir. Ça m'aidait un peu, mais j'avais toujours peur. Nous avons été reçus à l'ambassade nord-vietnamienne. Après qu'on ait commencé les débats, le numéro 2, Xuan Lang, qui était le second en charge de tout cela, m'a accueilli d'un « Nous savons tout de vous, Madame Stockdale ». Mon Dieu, j'ai failli m'évanouir. Et sortant de ses dossiers, des coupures de presse où me voyait assise sur les marches du Capitole pendant une de nos manifs, il a tenu à préciser qu'il savait parfaitement que j'en avais été l'instigatrice. Je me suis sentie mieux du coup. Il m'a donné la frayeur de ma vie tout de même. De très nombreux ex-prisonniers de guerre sont aujourd'hui encore reconnaissants envers Sybil Stockdale. Elle a véritablement contribué à soulager sensiblement leur vie de prisonnier. Par son initiative et l'action de la Ligue, c'est le droit des familles de soldats qui a été pour la première fois reconnu. Par son approche volontariste de la situation, mettant au pied du mur aussi bien les Nord-Vietnamiens que les administrations américaines de Johnson et de Nixon, elle a offert à un groupe de citoyens jusque-là totalement ignorés une tribune tangible et convaincante. Février 1973, enfin l'heure de la récompense est venue. Le téléphone n'a plus arrêté de sonner. Il y a eu l'appel de Nixon le 27 janvier au soir, qui m'a annoncé la nouvelle. Et puis le lendemain matin, l'amiral Moore en premier, et l'amiral Zumar, et plein d'autres encore. Et enfin, le 12 février, Jimmy est revenu à la maison. En fait, non. Ils sont arrivés le 12, mais pas tout de suite à la maison. Tout a été pourtant très rapide. Et cela va sans doute vous paraître bizarre si je vous dis que ça a été presque trop rapide. Enfin, je veux dire, il s'est passé tant de temps. Je voulais être bien prête, me faire toute belle. J'aurais voulu maigrir un peu. Toutes ces petites choses, quoi. Ils ont atterri sur la base militaire de Clark. C'est là que je l'ai revu pour la première fois, à la télé. Au moment où il est sorti de l'avion. Et puis le téléphone a sonné. C'est Stan, notre fils, qui a pris l'appareil. Jim? Seb? Oui? C'est moi, James, Seb. Tu m'entends? Très bien, et toi? Oui. Je t'aime tant. Je suis très fier de toi. On m'a raconté ce que tu as fait. On m'a dit de belles choses. Oh, je t'aime, Jim. Tu te sens bien au moins? Oui, ça va. Je suis en très bonne santé. Côté mécanique, j'ai une jambe un peu raide et une épaule tordue, mais je n'ai pas d'autres problèmes de santé. C'est ta jambe droite? Non, la gauche. Et ton épaule? C'est la droite? La gauche aussi. Les deux à gauche. Mais ne t'en fais pas. Ça me donne un genre. J'ai eu un peu de mal à descendre de l'avion, mais c'est normal. Je n'avais plus l'habitude de descendre d'un avion. Moi, je t'ai trouvé vraiment superbe. Quand il m'a dit « Ma jambe est un peu raide », mais que ça lui donnait un genre, j'ai su que ça allait. Il n'avait pas perdu son humour, mais ça me faisait drôle de parler comme ça à mon mari après 8 années de silence. Et en même temps, c'était tout naturel.
En reconnaissance de sa résistance héroïque et de son sens du sacrifice, fût-ce au prix de sa vie, le contre-amiral James Stockdale reçoit en 1976 la médaille d'honneur du Congrès. En reconnaissance de ses actions à la tête de la Ligue nationale des familles de prisonniers et de disparus en Asie du Sud-Est, Madame Sybil Stockdale est décorée de l'Ordre du service public de la Navy. Elle est la seule épouse d'officier à avoir reçu cette distinction. Stockdale prend sa retraite en 1996 avec le grade de vice-amiral. Sybil Stockdale a prouvé qu'une épouse de la navale peut avoir autant de détermination et de courage que son officier de mari. L'amiral, quant à lui, est d'une espèce rare. Courageux dans les situations les plus désespérées et conscient en même temps que l'union peut effectivement faire la force. Il est la quintessence du héros. Y a-t-il en vérité plus grand sacrifice que celui d'accepter la souffrance au nom de son idéal ? De nombreuses leçons peuvent être tirées de la vie de Sybil et Jim Stockdale, ces deux Américains ordinaires qui se sont révélés d'une bravoure extraordinaire.